Madame, Monsieur, bonsoir. Analyse de la situation au Sahel à la lumière des événements majeurs qui s'enchaînent dans cette région. Et à propos de la vaste zone sahélienne, notons l'arrestation aujourd'hui même par les éléments du Bureau central d'investigation judiciaire au niveau de Tanger, Casablanca, Beni Mellal et Inzgan de 4 membres actifs dans un réseau de recruteurs de Daesh dans le Sahel, ou ce qui est considéré aujourd'hui comme l'une des zones, des régions les plus meurtries par le terrorisme au monde. La région fait aussi la une de l'actualité, notamment avec ce retrait sans préavis ni délai de 3 des 15 pays qui composent la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Il s'agit des gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Retrait aussi de Bamako de l'accord d'Alger. Le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger signé en 2015 et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. C'est avec ces termes, c'est avec ces mots que le gouvernement malien a officialisé dimanche soir son retrait du processus de paix parrainé par son voisin du Nord. Une relation de voisinage qui frôle la rupture, en cause une ingérence du régime algérien dans les affaires intérieures maliennes, ou quand la politique extérieure veut s'approprier la tutelle d'un pays souverain. Bref, la région est en proie à nombre de sources d'instabilité, d'où l'urgence d'agir en désenclavant, par exemple, ces pays et leur donnant l'opportunité de combattre le terrorisme par le développement socio-économique. Et là, l'initiative de Sa Majesté le roi Mohammed VI a donné un accès maritime à l'Atlantique à ces pays, trouve ainsi tout son sens. D'ailleurs, quelques semaines après l'annonce de cette initiative, les plans de sa concrétisation sont d'ores et déjà amorcés. Zoom sur les relations de voisinage et surtout sur cette reconfiguration majeure qui se profile dans la sous-région avec le Senior Fellow Policy Center for the New South, professeur Abdelhak Bassou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous et à vos téléspectateurs. Et à notre Senior Fellow, il est aussi vice-doyen en sciences politiques et relations internationales à la faculté de la même spécialité à l'UM6P à Rabat. Professeur Khaled Chgraoui, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous également. Merci pour l'invitation. Nous avons également avec nous la présidente de l'African Security Sector Network, Madame Niagale Bagayoko. Bonsoir et merci à vous également de vous joindre au débat ce soir. Bonsoir. Alors, c'est d'actualité, donc ça a été annoncé aujourd'hui ce démantèlement d'un réseau de recruteurs de Daesh au Sahel. C'est le Bureau central d'investigation judiciaire qui a donc mené ce coup de filet, nouveau coup de filet de cette cellule, d'une cellule terroriste en tout cas, composée de 4 membres. Alors, professeur Bassou, peut-être quelques précisions avant de commencer, quelques précisions sur ces antennes sahéliennes de Daesh et surtout peut-être comment elles opèrent dans cette région sahélo-saharienne. De toute façon, donc, je commence déjà par parler. Oui, vous dites le mot antenne de Daesh. Donc, je ne crois pas que ces groupes soient vraiment affiliés à Daesh ou à Al-Qaïda ou à l'une des doctrines djihadistes que l'on connaît depuis le début du siècle. Je crois qu'ils ont leur propre raison plutôt, et ils ont leur propre motivation, et ils ont leurs propres conditions. Quand vous allez au fond, vous allez voir que ces combattants ne partagent aucune doctrine religieuse. Les raisons sont multiples. Ce qui peut-être les unit, c'est le fait d'être contre un gouvernement ou contre un ordre établi. Contre un système. Un système. Ils sont contre ce système. Maintenant, pourquoi on en parle comme l'État islamique au Sahara ou bien État islamique en Afrique de l'Ouest? On prend ce label Daesh ou ce label Qaïda parce que ça donne de la crédibilité dans le monde de l'extrémisme violent. Quand vous dites « on », ce sont les groupes extrémistes, ce sont ces groupes terroristes qui s'approprient cette allégeance ou cette étiquette, j'ai envie de dire, entre guillemets, Daesh. Parce que si quelqu'un dans cette région va se dire « moi je crée un groupe qui a une autre doctrine, je ne suis pas Daesh, je ne suis pas Al-Qaïda », les autres groupes terroristes ne le prendront pas au sérieux. Donc on s'affilie aux grands.
mais je crois qu'il y a beaucoup d'autonomie dans ce qui se fait. Ils ont d'autres objectifs. D'abord, chacun des combattants a un objectif. Je ne sais pas s'ils ont, c'est tous les combattants. Et puis, les groupes n'ont pas le même objectif. Ils n'ont pas le même objectif que Daesh. D'ailleurs, quand vous parlez de Al-Qaïda, par exemple, vous avez cette question d'internationalisation de la doctrine et du combat. Mais est-ce qu'on a jamais entendu un groupe ou un terroriste de ces groupes-là exécuter un attentat à l'étranger? Contrairement à ce que prônent Al-Qaïda ou Daesh, qui sont en train de... Ces gens-là croient que leurs affaires sont au Sahel, ils sont contre certaines situations dans leur région, dans leur pays respectifs. Mais ils recrutent ailleurs. C'est le cas de cette cellule, justement, qui a été arrêtée. Si on parle de cette cellule, par exemple, quand vous parlez du Maghreb, aujourd'hui, se faire recruter par des groupes terroristes en Irak, en Syrie, je crois que ça devient de plus en plus difficile. La région est déjà, je crois, en ébullition, je dis même, il est en feu, il y a la distance. Or, maintenant, il se trouve qu'il y a un foyer tout proche, donc, qui est juste à 3 heures d'avion, donc parfois même sans visa, sans rien du tout, on peut s'y rendre comme on veut, et je crois que c'est le foyer qui va maintenant attirer le plus d'Africains du Nord, de Maghrébins. Exact. Et du Sud aussi, hein, du Sud de cette région du Sahel. Madame Bagayoko, juste peut-être avant de vous interpeller sur la situation notamment au Mali après que l'armée malienne ait repris pied dans le nord du pays, entre 2007 et 2022, selon l'Institut pour l'économie et la paix, dans le Sahel, 7000 attaques terroristes ont été enregistrées. Bilan, il est lourd, 23 000 morts. En tout cas, selon que ce rapport, il date de 2023 de cet Institut pour l'économie et la paix. Alors, la situation aujourd'hui, notamment au Mali, après que l'armée ait repris pied dans le nord et surtout après que, c'était en novembre dernier, qu'on ait nommé un nouveau représentant des autorités à Kidal. Donc, c'est un général de division qui est issu de cette région. Est-ce que c'est annonciateur peut-être de réconciliation, de paix avec les Touaregs et donc d'union qui pourrait faire face et stopper la diffusion des groupes terroristes dans le pays, au Mali en particulier donc? Alors, toute la difficulté aujourd'hui est de savoir ce que l'on met derrière ce mot de terroriste, puisque les autorités actuelles, mais aussi un certain nombre de Maliens, qualifient de terroristes certains groupes du nord du Mali qui se prévalent de revendications davantage autonomistes. Donc, les groupes armés du Nord, il faut savoir qu'ils ne constituent pas un front uni. C'est d'ailleurs pour cela que l'accord que vous mentionniez, l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 2015, avait été signé par 2 coalitions différentes. D'abord, une coalition de groupes autonomistes, voire indépendantistes, regroupés au sein de ce qu'on appelle la CMA, coordination des mouvements de l'Azawad, et d'autre part par les mouvements de la plateforme, qui sont aussi des groupes armés originaires du Nord, mais qui sont beaucoup plus proches historiquement des autorités de Bamako. Et c'est un général issu justement de cette deuxième catégorie de groupe, donc le général Gamou, qui a été nommé dans le Nord, qui a la particularité d'avoir fait effectivement toute sa carrière au sein de l'armée malienne jusqu'à y être nommé inspecteur général des armées, tout en ayant son propre groupe d'autodéfense qui s'appelle le groupe d'autodéfense Imrad et Alliés, qui regroupe des communautés, donc Imrad, qui ont historiquement été considérées comme vassales d'autres communautés, notamment Iforas, dans le nord du Mali, auxquels appartiennent les groupes réunis dans la CMA. Je sais que c'est un petit peu compliqué, mais il est nécessaire de comprendre ce type de dynamique
parce que ce qu'avait essayé de faire ce fameux accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 2015 était justement de rapprocher ces différentes factions. Là, aujourd'hui, on n'est pas véritablement dans cette logique, puisque les groupes de la CMA sont plutôt considérés comme étant proches de certains groupes armés islamistes radicaux, notamment ceux affiliés à Al-Qaïda, et donc assimilés à des terroristes par les autorités maliennes. Cela dit, en effet, le Mali cherche à relancer un nouveau processus de paix en interne, à travers un dialogue intramalien qui n'impliquera aucun acteur international. Et la difficulté à laquelle risque de se heurter ce processus, ce sont les rivalités et les tensions séculaires qui existent entre les différentes communautés du nord du Mali notamment. Mais ce qui est certain, professeur Chegraoui, on le voit avec déjà cette rupture avec cet accord d'Alger qui aussi traduit un mécontentement aujourd'hui de ce gouvernement de transition, appelons-le ainsi, au Mali, de mettre fin immédiatement à un accord. Ça transmet cette tension, et il faut bien le dire, entre Bamako et Alger. Vous savez, le grand drame de Bamako, depuis toujours, et surtout avec cette question, c'est qu'on a presque toujours imposé un certain nombre de consensus, de résolution ou de trames de résolution du conflit par des acteurs étrangers à Bamako, qui a été plus ou moins obligé d'accepter suivant les agendas qui étaient en vigueur à l'époque. D'ailleurs, l'accord de 2015, même le gouvernement en place, Ibeka, n'était pas vraiment très chaud pour l'appliquer. Et on a vu que juste après, il a presque tout fait pour ne pas aller très loin, du moment qu'il y avait énormément de contradictions à appliquer cette soi-disant entente ou accord. D'ailleurs, le grand problème est lié à même plus ancien, depuis les accords de Tamrast de 2005 jusqu'à aujourd'hui. En fait, ce qui a vidé le nord du Mali de ses forces sécuritaires et même de l'État, où l'État a presque vidé cet espace. Il y a eu la déferlante, la descente d'un certain nombre de terroristes du nord, principalement de l'Algérie, vers cette région. La relation, la deuxième question, c'est aussi l'usage et l'utilisation, d'ailleurs, Madame Niaguélé l'a si bien dit, des contradictions locales. Il y a tellement, en fait, c'est tellement compliqué et c'est extrêmement difficile de comprendre les conflictualités et des choses complètement qui sont liées à un héritage historique bien ancestral, avec une forme d'hiérarchisation de la société quasiment impossible à comprendre pour celui qui est en dehors de cet espace. Diaguélé a utilisé le mot de vassal. C'est ce qu'on appelle chez nous l'ahma, mais ou l'ahmiya, c'est vraiment extrêmement compliqué, avec des changements sociétaux et économiques qui ont apparu sur la région après les indépendances ou pendant la période coloniale et qui ont essayé de changer un peu les systèmes sociaux, mais qui n'ont jamais été acceptés par un certain nombre de racines culturelles qui sont toujours là. Et bien sûr, en plus, alors là, soit on a un label terroriste qualifié, clair ou net, ou bien c'est juste une appellation lancée par tel ou tel régime sur ces groupes-là. Il y a aussi les rapports personnels entre ces gens-là, entre tous ces leaders. Il y a même des questions de femmes, il y a même des questions de divorce, il y a même des questions d'adultère. Donc, c'est vraiment très compliqué. Et puis, il y a des choses qui remontent du fin fond de cette histoire. Aujourd'hui, au Mali, et pas seulement au Nord, au Mali, aujourd'hui, certaines communautés, comme les Peuls, sont stigmatisées, par exemple, par le fait d'un certain leadership de quelqu'un au sein d'un certain groupe, ainsi de suite. En troisième lieu, les précédents gouvernements maliens ont participé à la formation aussi d'un certain nombre de leaders, soit en les intégrant, soit en les formant, soit en essayant de résoudre le problème. Iyad Aglrali, par exemple, est un des monuments de cette transformation, qui est, en fait, c'était l'indépendantiste, le terroriste ou quoi que ce soit, le rebelle à un moment donné, qui devient le militaire, qui redevient aux affaires étrangères, qui revient à l'administration. Et ça, c'est un vrai problème au niveau de ça. Alors, je pense qu'aujourd'hui,
l'État malien essaie de trouver une nouvelle approche à cette question-là. Mais interne, c'est-à-dire que maintenant, on ne veut plus qu'il y ait une je pense que c'est quelque chose de très important pour les Maliens aujourd'hui, de devoir s'asseoir à table entre eux. Ils se comprennent d'ailleurs entre eux, ils savent ce qu'il y a, ils se connaissent très très bien entre eux, ils connaissent le problème, ils connaissent les contradictions. Plus il y a d'intervenants étrangers, plus le problème va continuer, parce que, en fin de compte, aujourd'hui, le Mali est devenu une sorte d'espace, de plateforme où on est en train de résoudre des contradictions exogènes par des acteurs endogènes. C'est là où réside le problème. Et je pense que le gouvernement malien d'aujourd'hui, quoi qu'on dise de ce gouvernement, a mis vraiment la main sur la question. Et je pense que la seule solution aujourd'hui, c'est de pouvoir résoudre ce problème en interne, avec leurs propres moyens et leurs propres contradictions et leur propre culture politique. On est dans des espaces avec des cultures politiques, des cultures de discussion et de négociation extrêmement différentes de ce qui se fait par ailleurs. Oui, professeur Basson. Je crois oui, il y a un bon enchaînement de la part des autorités de Bamako. Donc, après avoir été à Kidal, on pensait que c'est l'oppression ils vont entrer en conquérant fer. Mais le fait d'annoncer cette initiative du dialogue national, je crois que c'est un bon enchaînement. Pourquoi? Parce que les Maliens vont parler entre eux et donc la complexité va être un peu simplifiée. Nous n'aurons qu'un conflit d'intérêts entre Maliens. On a éliminé les conflits d'intérêts étrangers. Est-ce que l'Algérie avait des intérêts justement au Bien Mali? sûr, les Européens, tout ce qui entraient là. Et si vous voyez le Mali aujourd'hui, c'est-à-dire plus de MINUSMA, plus de France, plus d'Europe, plus d'Algérie, plus de CEDEAO, personne, nous allons parler entre nous. Et je crois que ça va simplifier les acteurs. Les acteurs maintenant sont limités, sont connus. Okay. Très bien. Ils se connaissent, comme a dit Khalid, et ils se connaissent. Et je crois que c'est une bonne chose, c'est un bon enchaînement. C'est un bon enchaînement et c'est une reconfiguration aussi de cette région avec ce retrait, vous l'avez évoqué à l'instant, professeur Basson, on se retire de la CEDEAO. 3 pays simultanément se retirent de cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas une première, professeur Chgraoui. Oui, il y avait déjà eu l'exemple de la Mauritanie, mais pour d'autres raisons. C'est en 2000. Oui, voilà, ils ont cru qu'il y a une autre entité beaucoup plus intéressante. Bon, bien sûr, il y a aussi une racine historique extrêmement importante pour la Mauritanie. Ils avaient leur raison, qui continue toujours à être là. Ça n'a pas trop disparu, mais c'est extraordinaire. Et je pense que ce qui arrive pour la Mauritanie ces derniers temps, surtout pour leur équipe de football, va réussir à résoudre pas mal de ces problèmes qui continuent encore. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Et la deuxième question, alors là, cette question de retrait, il faut dire aussi que la CEDEAO a quand même une certaine responsabilité dans tout cela. Parce qu'il y a un passif. Parce que, depuis les coups d'État, principalement au Mali, parce que ça a commencé vraiment avec le Mali, en fait, jusqu'à maintenant, on n'a rien résolu. On a continué à imposer un certain nombre de punitions à ce pays. En fait, on punit beaucoup plus la société que les dirigeants. On le sait tous, jamais les dirigeants, les chefs d'État n'ont souffert des embargos. En fait, c'est toujours les populations qui souffrent des embargos. Mais au lieu d'aller vers une approche beaucoup plus positive pour trouver une solution, on est à crescendo en augmentant le niveau des embargos et des punitions pour ce pays. Le grand problème aussi, c'est que par la suite, il y a eu le Burkina et le Niger. Ne parlons pas des autres pays qui ont connu de semblables situations, mais qui n'ont pas connu les mêmes approches, les mêmes sanctions. Et juste pour un petit rappel, j'ai un petit péché mignon, celui de l'histoire de l'historien que je suis, mais les gens qui ont signé les accords de 75 de la CEDEAO, en majorité, c'était des putschistes qui ont mis en place, et par la suite, il y a eu toutes sortes de putsch, que ce soit troisième mandat, que ce soit nouvelle constitution. Donc, personne n'a de leçons à donner aux autres. Personne n'a de leçons à donner. Donc, oui, on peut dire non, et moi je salue quand même un certain nombre de positions, peu importe l'agenda derrière, par exemple, du Togo, qui a toujours été un élément extrêmement stabilisateur dans cette situation-là, où on voit un certain nombre de pays qui sont complètement contre, qui veulent, c'est-à-dire par tous les moyens, revenir à une situation qu'on sait complètement que c'est pas possible qu'on revienne en arrière.
Ce n'est plus possible. On peut aller vers une autre solution, une autre forme, mais on ne peut pas faire marche arrière et reprendre les gouvernements qui ont été déchus. Donc, à mon avis, c'est des pays où il y a eu une demande sociétale d'ailleurs, parce que ça, on l'oublie assez souvent. Il y a eu une demande sociétale de retour des militaires. Les transitions, soi-disant démocratiques et civiles, n'ont pas donné les résultats escomptés par les populations. Ça ne veut pas dire que les gens sont antidémocratiques, mais on a tenté de faire de la démocratie. Mais et ça, on le sait tous, les gens au Mali le savent, au Niger, ils le savent, au Burkina, on le sait très très bien. En fait, les classes politiques civiles n'ont pas trop changé de manière. Les mêmes structures de mauvaise gouvernance ont continué, et même parfois de manière beaucoup plus catastrophique, et les pays n'ont pu bénéficier de ces mouvements démocratiques. Au fin de compte, on est aujourd'hui conscient que la démocratie, ce n'est pas seulement un jeu électoraliste qui va amener un civil au pouvoir. C'est beaucoup plus que ça. C'est ce qui n'a pas été réussi. Donc, peut-être ce n'est pas la meilleure solution, l'arrivée des militaires, ça c'est sûr et certain, et je ne crois pas qu'une personne raisonnable va croire que les militaires vont réussir là où les civils ont échoué, mais quand même c'est une demande de changement sociétal qui est apparue, qui a été soutenue par la société. La population, et oui. il y a aujourd'hui un certain nombre d'actions qui commencent à se mettre en place. Alors, si on évite les interventions étrangères, si on se focalise sur les contradictions internes avec des agents internes, avec un langage interne, je pense qu'il y a moyen de résoudre le problème. Mais la question principale aujourd'hui, tout le monde, oui, condamne ou bien a peur de cette sortie. Je ne sais pas comment ces trois pays ont bien... Cette sortie Qu'implique cette sortie, professeur Bassou, qu'implique cette sortie en sachant que eh bien ces pays-là, le Mali, le Burkina ou le Niger, qu'est-ce qu'ils reprochent à la CEDEAO? C'est pour nos téléspectateurs, l'éloignement des idéaux des pères fondateurs et du panafricanisme, influence de puissances étrangères, menaces pour ses États membres et non-assistance dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Nous avons commencé par ce volet justement, et imposition de sanctions jugées illégales, illégitimes et inhumaines, ce que vous venez effectivement de développer, Chegraoui. Alors, professeur Bassou, qu'est-ce que ça implique? Je crois que c'est le principe des intérêts et de l'utilité. Vous, CEDEAO, vous nous servez à quoi? Quel est le service que vous nous rendez? Quand nous avons été en crise contre le terrorisme, on dit que vous avez une force en attente, la force en attente, c'est-à-dire celle de l'Afrique de l'Ouest, je crois que c'est en Bayon. Elle est toujours en attente. Et quand on dit que cette force est en attente, ça veut dire qu'il est prêt à intervenir. Il attend d'intervenir. Or, il n'a jamais été prêt, il n'est jamais intervenu. Et contradiction. Dès qu'on a parlé de l'événement militaire au Niger, tout de suite, on se met sur le pied de guerre et on dit que c'est prêt, qu'on va entrer au Bénin, qu'on va... Je ne comprends pas comment est-ce que cette force qui est prête à intervenir contre les militaires du Niger n'a pas été prête à intervenir contre les terroristes. Et c'est là le reproche. Il y a une contradiction dans ce fait. Donc, vous ne nous aidez pas, vous êtes utile à quoi? Et en plus, vous vous permettez de dire que vous nous sanctionnez. Vous ne faites que sanctionner, vous ne faites que punir, vous ne faites que stigmatiser. Donc, vous nous suspendez. Ils sont suspendus. Tout à fait. Ils sont suspendus. Faites bien de le rappeler, oui. Être suspendu, être sous embargo, ne pas être aidé, mieux vaut sortir. Bon, attends, c'est une situation de fait. Je crois que ça ne va rien changer, vous pensez, pour ces pays sur le, ne serait-ce que par exemple sur le volet sécuritaire, mais aussi socio-économique. On s'intéresse aux populations de ces régions. Mais est-ce qu'il y a déjà sanctionnées? Je crois qu'au point de vue sécuritaire, c'est la CEDEAO qui perd. Parce que combattre le phénomène de l'extrémisme, de la violence, de l'extrémisme violent, pour combattre ce phénomène, la guerre ne peut être que préemptive. Je m'explique. Vous ne pouvez pas attendre que cela arrive dans vos frontières, que cela entre chez vous. Je parle du Bénin, du Togo, du Ghana, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas attendre que ça entre chez vous pour combattre. L'intelligence aurait voulu d'aller combattre ce phénomène là où il est, avant qu'il ne puisse arriver.
avant qu'ils ne puissent même venir dans. Et donc le lieu où l'on doit combattre, c'est au Mali, c'est au Burkina, c'est au Niger. Or, maintenant, je crois que ces pays n'ont plus la possibilité d'aller combattre là-bas. Et je crois que ce sont plus les pays de la CEDEAO qui perdent de point de vue sécurité. Parce que le Sahel constitue un verrou. Si ce verrou, enfin, c'est les limites de ce verrou sautent, je crois que les pays côtiers sont en danger. L'Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest. Ils sont en danger. Donc, je crois que du point de vue sécuritaire, je ne crois pas que ces trois pays-là perdent quelque chose parce qu'il n'y avait pas déjà, il n'y avait rien. Quand on ne reçoit rien, quand on coupe, on ne perd rien. Et quelles sont les richesses de cette région? Les richesses de cette région. En fait, juste pour parler de ça. Alors, parce que beaucoup de gens ont dit le Mali, le Burkina et le Niger va perdre. Oui, en termes de mobilité des personnes, oui, effectivement, c'est un vrai problème. Là, aujourd'hui, on est presque le 5e producteur d'uranium, c'est le Niger, au monde. Qui a enregistré une croissance exceptionnelle l'année dernière. Un des premiers producteurs de coton dans le monde. Donc, on a le Burkina et le Mali. Des réserves inestimables d'or, d'hydrocarbures dans la région. Et on le voit parce que, par exemple, les autorités nigériennes sont en train je pourrais vous interrompre, sont en train d'agir aussi pour arrêter le trafic illégal d'or, ne serait-ce que cela. On sent qu'il y a quand même un réveil pour faire d'abord le ménage chez soi, qu'on ne nous impose rien, et puis de profiter aussi de ces... à moins qu'il y ait d'autres puissances étrangères, avec des intérêts. Ça, c'est aussi très important, avec quelques petites différences. Bon, autre chose, moi, qui m'intéresse, c'est que la CEDEAO est en train de perdre les deux plus grands pays de son espace, le Niger et le Mali. Et quand même, c'est des populations extrêmement importantes avec le plus grand taux de fécondité qu'on trouve au Mali, au Niger et au Burkina. Exclusivement. Donc, c'est pas seulement, en fait, les choses. D'ailleurs, il y a un article que j'ai lu récemment à propos du Niger. Ils ont fait un petit calcul comme quoi ils sont en train. Alors, ils ont fait le calcul et ils pensent, économiquement parlant, qu'ils ont beaucoup plus, le Mali aussi, à gagner s'ils sont dans des accords bilatéraux que s'ils restent au niveau de la CEDEAO, parce que en fait, ils ont une balance commerciale déficitaire avec les pays de la CEDEAO et que leur principal commerce, principalement les exportations, vont vers l'extérieur. Et ce qu'ils importent vient des pays de la CEDEAO. Donc, autant importer de l'extérieur et pouvoir bénéficier. D'ailleurs, il y a quelque chose comme un gain d'à peu près 120 milliards de francs CFA pour certains pays lorsqu'ils vont sortir de la CEDEAO. Je ne sais pas ce que ça vaut, ces déclarations, mais quand même, il y a une réflexion qui a été menée derrière tout cela, qui est extrêmement intéressante. Aussi, il y a aussi la possibilité d'utiliser un certain nombre de rapports contradictoires et conflictuels au sein de la CEDEAO, et on voit très très bien que le monde de la CEDEAO n'est pas aussi unifié qu'on le pense. Et que les rapports avec le Togo peuvent être autrement que ce qui est avec le Nigeria. La Mauritanie peut être, bon, elle n'est pas partie de la CEDEAO, mais c'est un verrou très important dans la relation avec le Mali pour l'arrivée vers l'Atlantique. Je ne connais pas encore la décision et la position du Sénégal, qui a des intérêts très importants avec le Mali. Le Burkina, bon, c'est un peu plus compliqué avec la Côte d'Ivoire, mais c'est sûr et certain que les rapports bilatéraux, parce qu'on est dans une forme de Brexit à l'africaine, mais il se peut que les rapports bilatéraux soient beaucoup plus lucratifs pour les trois pays. Je crois tout de suite, parce que les positions déjà de cette sortie ne sont pas les mêmes à la CEDEAO. Vous savez, la dernière déclaration du ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone, qui nous dit que le retrait pose un risque à toute la région. Il dit le retrait de ces trois pays pose un risque à toute la région. Ce que vous disiez à l'instant. Alors, Niagali Bagayoko, hein, nous vous avons pas oublié, justement, peut-être une information complémentaire. Mais moi, je veux vraiment vous interpeller sur l'avenir de cette intégration régionale que l'on voulait il y a quelques mois, justement, booster. C'est des discours qu'on entend avec ce projet de la ZLECAf. Il y a aussi une question très importante, et je l'ai posée dans mon édito au début de cette émission. Quelle reconfiguration possible de cet espace
Et surtout, quelle reconfiguration monétaire? Est-ce qu'il faut s'attendre aussi à une sortie du franc CFA? Alors, ce qui me paraît intéressant dans le retrait annoncé de la CEDEAO, c'est qu'il s'ajoute au retrait effectif désormais du G5 Sahel. Et peut-être qu'on commence à assister à un reflux de la tendance historique à l'inflation institutionnelle dans la région ouest africaine en particulier et sur le continent africain en général, où les organisations multilatérales ont eu tendance à proliférer et à subsister, quand bien même elles sont restées quasiment sans aucune activité. L'Union du Maghreb arabe est intéressante de ce point de vue-là. Pour ce qui est de l'intégration régionale, il faut se souvenir, je pense que c'est important de le rappeler, que avant même le renversement par des militaires des régimes civils, les dirigeants de ceux-ci, en l'occurrence le président Ibeka, le président Issoufou, le président Kaboré, avaient déjà envisagé de se regrouper dans le cadre de l'autorité intégrée du Liptako-Gourma, qui a exactement les mêmes frontières que l'Alliance des États du Sahel qui vient d'être fondée. Donc l'un des enjeux pour cette nouvelle alliance va être de rendre cohérent son propre agenda, notamment en matière économique, avec cette autorité du Liptako-Gourma. Est-ce que celle-ci sera absorbée par l'AES ou pas? C'est l'une des questions. Pour ce qui est de l'intégration monétaire et économique, je pense que l'une des conséquences du retrait qui va beaucoup interroger, c'est celui de la libre circulation des personnes entre les pays justement sahéliens et les pays côtiers qui sont extrêmement interdépendants les uns des autres en termes de circulation des biens, des personnes, des capitaux. Pour l'instant, il subsiste par le biais de l'UEMOA, donc l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, cette liberté de circulation, mais elle ne porte uniquement que sur les États francophones qui ont le franc CFA comme monnaie commune. Et elle ne concerne pas, par exemple, les États anglophones ou encore un pays comme la Guinée. Donc, c'est une grosse interrogation. Mais il est totalement envisageable que l'un des projets, c'est d'ailleurs ce qui est professé, soit finalement la création d'une nouvelle monnaie. On sait qu'au niveau international, on est aussi dans une rhétorique de contestation des monnaies dominantes sur la scène internationale, avec cette rhétorique de la dédollarisation côté chinois, par exemple. Je ne pense pas que les pays du Sahel soient encore prêts économiquement à forger cette monnaie commune et c'est sans doute pour cela qu'ils n'ont pas annoncé leur retrait de l'UEMOA à ce stade. Très bien. Alors, on avance, puisqu'on parle de reconfiguration quand même. Il est clair que les choses sont en train, déjà au niveau international, alors que dire de notre continent, l'Afrique, avec toutes les transformations, notamment économiques, socio-économiques, politiques aussi surtout. Et là, on le voit, régional. On parle à présent de cette Afrique atlantique avec vous, messieurs, cette reconfiguration, ce cap vers l'ouest, vers l'Atlantique. La Mauritanie, peut-être, c'est vous qui avez parlé tout à l'heure de l'accès, justement. La Mauritanie engagée dans ce projet. Oui, je pense que la Mauritanie, quand même, la Mauritanie pourra jouer son rôle comme territoire et comme État. C'est un rôle assez historique et très important. C'est celui du bridge, du pont entre les deux espaces de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne. Et je pense que ce n'est pas seulement un projet pour la Mauritanie, mais c'est un projet pour l'ensemble de ces pays, parce qu'on est en relation avec ces pays du Sahel. Il faut rappeler que ces pays, d'ailleurs Sébastien l'a si bien dit, c'est un verrou. Le Sahel, Sahara, c'est un espace extrêmement important. Il ne s'agit pas seulement de dire, voilà, il y a une frontière, on coupe, on enferme, c'est des pays continentaux enclavés. Donc, non, on a besoin d'eux. Et la sécurité de l'ensemble de ces pays, que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique de l'Ouest, dépend de la sécurité qui sévit dans ces pays.
Et il y a énormément d'intérêts en jeu sur le plan économique. Et il y a énormément d'intérêts, d'interventions et d'agendas étrangères dans ces pays-là. Certes, vous avez bien parlé d'ailleurs, de reconfiguration, parce qu'il y a une sorte de reconfiguration à l'international, la relation compliquée avec la France, le retour de la Russie dans cette zone, les intérêts chinois qu'on ne voit pas mais qui sont là. D'ailleurs, ça a été très bien clair juste avant 2013 et 2014. Ça explique pour certains qui adorent la théorie du complot les interventions au Mali. Et donc il y a quand même, et en plus il y a les agendas intra- et interafricains qui sont dans la région. Et ça, on peut le voir, l'Algérie, le Nigeria et pas mal d'autres interventions dans cet espace-là. Donc il y a un problème lié à cet espace. Et je pense que ce rapport à l'Atlantique, cette idée de rapport à l'Atlantique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça pourra résoudre pas mal de problèmes et pas mal de contradictions. Le fait, et ça, on ne le voit pas seulement parce que... Mais cette alliance des États du Sahel a directement accueilli avec beaucoup de positivisme c'est cette initiative. Vous savez, je suis un pays côtier. Je suis un pays côtier. Si je n'arrive pas à concrétiser mon espace côtier en termes d'infrastructure pour qu'il soit rentable, à quoi ça sert que je sois côtier? Aujourd'hui, on a une côte énorme en Afrique. Mais c'est ça le grand problème. On a des ressources côtières extraordinaires. Vous savez quel est le seul pays au fait de cette Afrique de l'Ouest aujourd'hui où il y a un véritable potentiel halieutique et touristique? La Mauritanie, enfin, non. Ah non, le vrai, celui quantifié, c'est le Cap Verde. C'est le Cap Verde qui sont une petite île qui est vraiment très stable, qui est extraordinaire. Ce qui existe en Mauritanie, au Sénégal, c'est un peu plus compliqué, l'espace côtier. Ce qui existe en Sierra Leone et au Libéria, c'est extraordinaire. Mais jusqu'à maintenant, extrêmement mal exploité localement et plus ou moins exploité par des acteurs étrangers, principalement des Chinois, des Russes et l'Union européenne. Ça doit revenir quand même à ce continent africain. Et je pense qu'il y a matière à réfléchir. Premièrement, en développant les infrastructures, mutualisant les infrastructures, créant des rapports transfrontaliers en continuité et en symbiose en termes de politique publique des pays frontaliers et pouvoir libérer les rapports au commerce intra-africain. Le grand problème aujourd'hui, c'est un peu ça. Alors, et si on ne donne pas accès à ces pays sur le plan maritime, je crois qu'on va continuer à alimenter ces contradictions économiques parce que le grand problème du terrorisme, oui, certes, il s'agit de contradictions parfois culturelles et sociales, mais c'est surtout aussi économique. Et ces pays-là ne peuvent pas se développer économiquement, ne peuvent pas c'est-à-dire exploiter convenablement leurs richesses et leurs ressources. Et il y en a, Dieu sait qu'il y en a énormément dans ces pays-là. Le potentiel économique du Mali et du Niger et du Burkina est extrêmement énorme et très important. Surtout du Mali et du Niger. C'est extrêmement important. Alors là, si ces pays-là n'arrivent pas à concrétiser que cette cote peut être au service de ces potentialités, je pense qu'on est en train de faire fausse route. Et le Maroc a si bien dit les choses et bien expliqué cette question-là. Les pays du Sahel-Sahara se sont adhérés à cette idée et à ce projet. Aujourd'hui, la Mauritanie aussi est en train d'y aller à travers une certaine approche qui est la sienne. Mais j'espère que... Parlons d'approche qui est la sienne. Comment se porte la relation entre Rabat et Nouakchott, messieurs? Bien, d'après ce qu'on voit de toutes les informations, je crois la dernière visite du ministre des Affaires étrangères, les déclarations qui sont là, ce qu'on lit dans les écrits de certains analystes mauritaniens aussi, tout dit que la relation est bonne. Il faut que cette relation soit bonne pour que justement ces dynamiques aussi de désenclavement des pays du Sahel réussissent. C'est-à-dire quand je dis désenclavement, c'est cette ouverture, mieux que désenclaver, mais c'est cette ouverture vers l'ouest, cette ouverture vers l'espace maritime atlantique. Je crois que l'idée, nous parlons aujourd'hui de l'initiative royale de cet arc sahélo-atlantique, donc qui va un peu du Niger, Mali, Burkina, Mauritanie, Maroc. Donc c'est tout un arc qui va du Sahel à l'Atlantique. Maintenant, il faut le voir dans toute sa projection, dans tout son avenir, dans comment il pourrait évoluer.
Parce que quand nous parlons Sahel et que nous parlons que du Burkina, Mali, je crois que c'est la version restreinte. Sahel, c'est de la mer Rouge, du Soudan à la Mauritanie. Donc, c'est tout cet espace-là. Et donc, qu'est-ce qui empêche que cette initiative touche un double désenclavement? C'est-à-dire qu'on va venir de la mer Rouge vers ces pays, de l'Atlantique vers ces pays, et on aura un espace géopolitique et géoéconomique beaucoup plus grand. Je reviens à l'Afrique atlantique, à cette Afrique atlantique, oui. C'est-à-dire de Le Guéra à l'Afrique du Sud, de Tanger à l'Afrique du Sud. Vous avez tout le couloir atlantique, mais pour les désenclavements, il faut penser aux bretelles. Première bretelle, la Mauritanie. C'est pour ça que j'évoquais la Mauritanie tout à l'heure. À partir du Maroc, donc bretelle vers le Sahel. Oui. Nigeria, bretelle vers les États d'Afrique centrale, ou Gabon. Bretelle vers les pays d'Afrique centrale qui sont enclavés. Angola, bretelle vers les pays enclavés de l'Afrique du Sud. Donc, l'idée royale, je crois que ce n'est qu'un exemple qui va être suivi par la suite, qui va permettre de créer, c'est-à-dire que ce grand couloir sera créé par étapes. Et nous allons, d'ailleurs, nous avons déjà le projet donc, du gazoduc, oui. qui est, sur lequel ça va se construire. Il y a l'idée, mais... La base est vraiment le déclenchement effectif de cette initiative atlantique. Et donc il y a cette initiative. C'est un projet de cette envergure du gazoduc Nigeria-Maroc. Il y avait un projet beaucoup plus ancien, c'est la route Tanger-Lagos, qui n'arrive pas à se concrétiser. En fait, on a toujours été dans cette envergure transatlantique. Et puis, nous pensons à l'Afrique atlantique. Quand nous pensons à cette Afrique atlantique, il faut penser également à toute la jointure qui peut se faire avec l'Europe atlantique. Parce que nous avons toujours pensé la relation Afrique-Europe à travers la Méditerranée. Et on oublie de la penser à travers le couloir atlantique également. Mais si on a cette Afrique atlantique qui parle la même voix, on va éviter les erreurs de la Mauritanie, de la Méditerranée. Oui. En Méditerranée, nous parlons à l'Europe en ordre dispersé. Mais si nous arrivons à faire cette Afrique atlantique, on va parler la même voix de l'Afrique atlantique avec l'Europe atlantique également. Juste un mot sur la question de la reconfiguration de ces... Vous savez qu'on parle de bilatéralisme, on parle de multilatéralisme. On oublie autre chose, qui est le mini-latéralisme. Beaucoup de gens en relations internationales... On connaît déjà. Non, beaucoup de gens en relations internationales vous parlent de mini-latéralisme. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des problèmes ad hoc, des problèmes spécifiques, qui ne peuvent pas être réglés entre un grand ensemble de pays. La CEDEAO, par exemple. C'est 16 pays. Juste parce que 16 pays. Oui. Nous avons 3 pays qui ont les mêmes spécificités, qui ont les mêmes problèmes, qui ont les mêmes avantages aussi, qui ont les mêmes atouts, qui vont se dire, tiens, on va être rien que 3, ça va faciliter les consensus. On se met toujours d'accord, on peut toujours conceptualiser, avoir la même perception des choses que si on est 16. Et ce minilatéralisme, il peut exister au sein du multilatéralisme, mais pour certains problèmes spécifiques, il permet quand même de régler en percevant mieux et en ayant de meilleurs consensus sur ces questions. Il y a de la proximité. Et pourquoi cette proximité? Parce que les spécialistes de conjoncture internationale nous disent qu'à partir de Covid, on est passé dans un monde qu'il appelle banni en anglais, funny en français, c'est-à-dire fragile, anxieux, non linéaire et incompréhensible. Alors, si vous agissez dans un monde qui est comme ça, qui est fragile, qui est anxieux, qui est non linéaire, qui est incompréhensible, la meilleure manière de s'en sortir, c'est la proximité, c'est le minilatéralisme, c'est de parler d'abord à ceux qui sont à côté. C'est pas du nationalisme, mais c'est vraiment C'est pas du nationalisme. Voilà, la proximité. C'est presque technique, c'est pour mieux régler. Si on est 3, on règle nos problèmes mieux que si on est 25 ou 27. Alors, ils ne sont pas 3.
Bon, ce qui m'interpelle justement, et ce qui m'appelle, là, on est presque à la fin de l'émission, mais il y a un pays dont nous n'avons pas parlé, qui fait partie du Sahel, même si vous avez étendu vraiment ce concept, qui est vrai géographiquement au Soudan, il y a le Tchad. Il y a le Tchad, et je vous interpelle, Niagalé Bagayoko, justement sur cette question du Tchad, cette visite du président tchadien en Russie, donc pour rencontrer son homologue Vladimir Poutine. Comment interpréter cela au vu du contexte très particulier, puisque nous parlons de reconfiguration et puisque nous parlons aussi des enjeux internationaux dans cette région sahélo-saharienne. Je ne voulais pas parler du Tchad, vraiment pas du tout. Même s'il ne fait pas partie de cette alliance des États du Sahel qui s'est retiré de la CEDEAO, mais pourquoi ne pas en parler ? Il est voisin aussi. Alors, vous avez entièrement raison, c'est un acteur absolument clé, ne serait-ce que parce qu'il reste avec la Mauritanie dans une moindre mesure, mais comme le principal partenaire de la France qui a été exclu de la région par les 3 États du Sahel central, ce qui contribue particulièrement à la reconfiguration profonde que vous évoquez. Le Tchad, on voit qu'il est finalement dans la même perspective que ses homologues sahéliens, c'est-à-dire dans la multiplication des partenariats, peu importe les relations que ces partenaires puissent entretenir entre eux. On sait très bien que la France et la Russie entretiennent des relations tendues, notamment à la faveur de ce qui se passe en Ukraine. Et le Tchad, par cette visite, fait clairement entendre qu'il n'a pas l'intention de faire de choix entre les différents partenaires. Le rôle du Tchad est aussi essentiel par rapport à la Méditerranée, puisque ses relations avec la Libye et ce qui se passe en Libye sont absolument essentielles, avec l'Afrique centrale pour le rôle qu'il a traditionnellement joué, notamment en République centrafricaine, et bien entendu avec le Soudan, parce que est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui en train aussi de se constituer un couloir sahélo-soudanais? On parlait du versant atlantique, mais le versant de la mer Rouge est de plus en plus important aujourd'hui dans les reconfigurations qui se produisent dans l'espace sahélien. Le rôle de toutes les puissances moyen-orientales, qu'il s'agisse de la Turquie, qu'il s'agisse d'Israël, qu'il s'agisse de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, ou à l'inverse de la Turquie, de l'Iran et du Qatar, est absolument majeur et très articulé autour de la mer Rouge et de la Corne de l'Afrique. Et bien entendu, le Soudan, voisin du Tchad, va jouer un rôle majeur dans ces configurations qui pourraient aussi concerner à terme le Sahel. Oui, professeur Bassou. Il a acquiescé, juste parce que je ne sais pas si parce que vous n'aviez pas l'image, Madame Niagalé, mais en tout cas, professeur Bassou était très d'accord avec vous. Surtout sur le Tchad maintenant, si vous voyez, si vous voyez le Tchad maintenant, qui connaît une certaine stabilité quand même, où on ne voit pas, malgré tout ce qui se passe, donc disons par rapport à ses voisins, il est le plus stable. Mais il est entouré du Soudan, il y a une guerre, il est entouré de la Libye, il est entouré de de la République d'Afrique centrale, il est entouré des autres pays du Sahel, Niger et tout ça. Mais je crois que s'il est parti à Moscou, on le comprend, s'il va à Paris, on le comprend, s'il va à Washington, on le comprend, il est obligé de serrer toutes les mains. On parle de Washington, justement. Non, oui. Oui, non, mais est-ce qu'on parle de Washington? Où est Washington? Mais elle revient aussi. On va finir vraiment par ça, parce qu'on ne peut pas parler de l'Atlantique sans les États-Unis. Elle revient, le ministre des Affaires étrangères, State Department, il était en Afrique dernièrement. L'Italie revient avec une proposition. Non, le monde revient en Afrique. Premier pays de l'Union européenne à tenir un sommet de la sorte avec l'Afrique. Il y a une certaine intelligence en Italie que d'autres pays d'Europe occidentale n'ont jamais eu. Et je me rappelle de l'Italie. Je ne sais pas si les gauchistes. Il est le plus au sud. Je me rappelle, alors rappelez-vous que le Maroc, après son indépendance, c'était un des rares pays du front occidental qui a aidé à l'industrialisation du Maroc, quand ses partenaires à l'époque étaient un peu réchignants de peur de créer un prolétariat qui va... L'Italie, bien sûr, que ce soit les hydrocarbures, que ce soit la construction automobile au Maroc. En effet. Ah oui. L'Italie a une certaine intelligence qu'on oublie parfois. Et peut-être très intéressante à prospecter. Quels que soient les régimes en place. Droite-gauche. Ce sont des intérêts, des agendas beaucoup plus positifs qu'on le pense. À propos de Washington,
Remarque que les 4 pays africains visités par le ministre des Affaires étrangères Exact. sont atlantiques. Exact, exact. Donc Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Oui. le Kenya. Nigeria et Angola, je crois. Oui. C'est ça. Donc, ils sont tous atlantiques. Et on doit se souvenir donc de tous ces discours de Blinken, de M. Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain, en marge des deux assemblées générales des Nations Unies, consacrées à l'Atlantique. Donc, je crois que l'Atlantique aujourd'hui, c'est... L'idée est l'Atlantique est un espace paisible, où il n'y a pas de guerre. C'est le seul Et espace où il n'y a pourquoi pas de ne guerre, pas capitaliser sur cette paix pour le développement? L'humanité ne court qu'aux guerres, en Indo-Pacifique, au Moyen-Orient, partout. Mais voilà un espace paisible. Est-ce qu'il ne faut pas travailler sur cet espace-là qui est paisible Avec 3 Pour continents. ramener la paix, finalement. Parce que c'est ça l'idée. Parce qu'on c'est a ça. commencé ce débat par cette menace terroriste. C'est une guerre aussi. Oui, c'est une guerre interne. C'est une métastase. Mais que la paix peut venir par... Créer peut-être un espace d'asile s'il y a une catastrophe demain. Et c'est un espace extrêmement riche et valorisant parce que vous avez les 2 Amériques, vous avez un continent africain extrêmement important avec des potentialités énormes non exploitées jusqu'à maintenant et un relationnel historique, social et culturel et patrimonial très important avec les 2 Amériques. Et bien sûr, un rapport historique que personne ne va critiquer, c'est-à-dire va refuser aujourd'hui ou refuter avec le monde européen occidental. Exact. Donc c'est un espace extrêmement intéressant à prospecter et à revaloriser. Il relie 4 parmi les 5 continents du monde. Si ce n'est que ça. Et puis surtout, en termes démographiques aussi, à l'avenir. Bon, bref. Toutes les planètes sont alignées pour que vraiment ce projet atlantique soit une réussite. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Merci, professeur Abdelhak Basson. C'est un plaisir. Et à vous également, professeur Khalid Chegraoui. Merci. Et mes remerciements vont également à ma chère Niagale Bagayoko. Merci beaucoup d'avoir participé au débat avec nous ce soir. Merci à vous. Et bien sûr, merci à vous pour votre fidélité à cette émission. Très bonne soirée.